c'est notre dossier et donc on va se plonger dans cette compétition, dans cette Gold Cup. Le temps pour moi d'enlever ce visuel et de mettre celui de la Gold Cup. On va se mettre tranquillement, s'afficher avec cela. 18e édition de la Gold Cup qui débute ce week-end, hein, concrètement, et qui va s'étaler jusqu'au 6 juillet. Oui, vous l'avez compris, elle se déroule exactement en même temps que la Coupe du Monde des clubs de Gianni, exactement en même temps, exactement au même endroit, c'est-à-dire aux États-Unis, avec quand même une escapade à Vancouver. On va faire une petite précision quand même, parce que je sais que certains peuvent se poser des questions sur le fait que les pays... Alors le pays est immense, hein, pour organiser deux compétitions, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, mais tout ça pour dire que, en gros, concrètement, le choix qui a été fait, c'est de concentrer pardon, les stades des villes hautes sur la partie ouest pour la Gold Cup. La Coupe du Monde des clubs se jouant essentiellement à l'est, à l'exception de deux villes, Seattle, puisque les Sounders sont qualifiés, et Los Angeles, avec notamment la bise à TF1 qui va diffuser PSG Atlético de Madrid à 21h et qui a juste oublié de vous préciser que le match allait se jouer à Pasadena à midi en plein été. Voilà, tout ça en fin de saison. Juste, voilà, je vous préviens, si vous voulez aller voir cette chose, pour ne pas donner de mots vulgaires, qu'est la Coupe du Monde des clubs, vous avez compris que nous, on va pas la suivre. Donc, je le disais, essentiellement des matchs sur la partie ouest des États-Unis, plusieurs villes concernées, Houston, Salt Lake, etc. Et une petite escapade du côté de Vancouver pour la Gold Cup. Il y a le LAFC en plus aussi, exactement, qui a battu l'América en match de barrage. Bref, ça permettra de voir Denis Bouanga, et je vous conseille de le voir, mais plutôt en MLS plutôt que dans cette compétition. Voilà, vous avez compris. Petit point sur la Gold Cup, de manière générale, je le disais, c'est la 18e, hein, qui démarre ce week-end. Le palmarès, il est assez simple à lire. Le Mexique en a gagné 9, les États-Unis en ont gagné 7. Les États-Unis, 9 plus 7, ça fait 16. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule autre équipe qui a gagné une Gold Cup. Je vous donne 3 secondes, c'est pas le quiz, mais gardez-le en tête si jamais on fait des quiz Gold Cup pendant les lives. Le dernier pays, c'est le Canada en 2000 qui s'est imposé. Alors, je voyais le message de Red le Rouge en disant il y a. Comment dirais-je, ça va jouer en plein cagnard californien, ils vont pas comprendre le film, c'est ça. Et à l'est aussi, ça sera le cagnard. Je pense qu'il va faire assez chaud en Floride aussi. Elle va prendre un tour géopolitique, cette Gold Cup, avec l'administration Trump et ce qui se passe en ce moment en Californie. Alors, la Gold Cup, elle a déjà, entre guillemets... Alors, je vais pas dire elle a pris une tournure politique. J'ai déjà fait quand même... J'avais fait dans un dossier... dans un dossier justement sur la politisation du football en pleine campagne à l'époque de Trump face à Kamala Harris. Je vous invite, hein, à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je l'ai sorti, hein, ce dossier, pour parler de cela. Le football est un sport un petit peu plus, je ne vais pas dire anti-Trumpiste, mais à l'opposé de Trump. Si je devais caricaturer, parce que c'est pas, on fait ces raccourcis-là, mais c'est pas des vrais raccourcis. Mais pour caricaturer, on va dire que le football est un peu plus à gauche, le soccer donc est plus à gauche que que beaucoup d'autres sports aux États-Unis, en particulier la NFL. C'est-à-dire que la NFL, de manière générale, est quand même assez pro-Trump. Par exemple, du côté du football, on est quand même un petit peu plus démocrate, donc c'est un petit peu plus compliqué. Comme le basket, exactement. C'est vraiment les deux sports qui sont vraiment côté démocrate de l'échiquier. Donc il y a déjà des messages anti-Trump et tout. Et par rapport à la Gold Cup, tu m'as donné, voilà, je fais une parenthèse là-dessus. Euh, Petite parenthèse sur la Gold Cup, Jesse March, l'entraîneur du Canada, a déjà allumé, hein, il est anti-Trump à mort, et il a déjà allumé en conférence de presse la politique de Trump, hein. Donc on est déjà bien chaud. Je ne sais pas si on ira véritablement sur là. Je rappelle qu'aux États-Unis, tout message politique est interdit dans les stades, que ça soit dans les banderoles. Je vous renvoie, hein, vers le dossier, et vous verrez. Je parle de tout cela. NFL, ça dépend des franchises, oui, mais je parlais de manière générale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil en football. Il y a aussi des gens très à droite sur l'échiquier qui sont dans les stades, hein. Justement, j'avais parlé notamment de l'extrême droite présente dans certaines tribunes, notamment en MLS. Bref, et c'est, tu vois, pour donner une image un petit peu rapide et un petit peu faire un petit peu cela. Les terrains des États-Unis. J'ai pas vu passer ton message. C'est une catastrophe sur la diffusion que j'ai vue. Mexique-Suisse, une horreur, l'angle de la caméra. Il se jouait où, le Mexique-Suisse, Dame Not Story? Dame Not Sorry. C'est juste pour savoir. Donc voilà. Après, il y avait d'autres soucis sur les terrains pendant la Copa América notamment. Il y avait un problème du fait qu'ils ont joué dans des stades de NFL.
dans des stades de foot US. C'est ce qui se passera à la Coupe du Monde. Terrains qui sont plus petits, avec des pelouses qui étaient posées à l'arrache. C'était un bordel pas possible. J'ai pas salué Raph. On en avait parlé pendant la Copa América. Là, on va pas être dans ce cas-là. On va jouer les trois quarts du temps dans. Quoique non, on est aussi dans des stades de foot US. Sur certains matchs de cette Gold Cup. Et on va être sur des terrains de foot US aussi. Sur les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Bref, je reviens à la Gold Cup et j'ai vu le message de Red qui nous disait tout à l'heure, il y a un intrus. Alors j'imagine, je sais très bien de qui tu parles de l'Arabie Saoudite. Je vais quand même rappeler, et contrairement à ce qu'on peut lire un petit peu souvent, un peu trop souvent d'ailleurs, qu'il y a eu très longtemps une tradition qui avait été mise en place en Gold Cup, qui était d'inviter, un petit peu comme faisait l'Amérique du Sud lors de ses Copa América. Mexique, c'était à Salt Lake. Ah, pourtant, Salt Lake, ça devait jouer dans un stade de foot, dans un vrai stade de foot. Normalement. Je ne sais pas où il se jouait exactement, mais normalement, Salt Lake, c'est un vrai stade de foot. Si ça se joue au Rio Tinto, c'est un vrai stade de foot. Bref, tout ça pour dire qu'il y a longtemps eu une tradition qui était d'inviter des pays venant d'autres confédérations. Et il est vrai que cette tradition, elle a commencé en 96 et s'est arrêtée en 2005. Et donc, de l'édition 2007 à l'édition 2021, il n'y en avait plus. Et on avait un petit peu oublié. Mais je rappelle que le Brésil était présent en 96, 99 et 2003, que la Colombie était présente en 2000, que l'Équateur était présent en 2002. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est super, c'est l'âme sud. Très bien, il y avait le Pérou aussi en 2000, mais très bien, la Corée du Sud était présente en 2000 et 2002, l'Afrique du Sud était présente en 2005. Donc il y avait cette tradition d'inviter des pays d'autres confédérations pour venir participer. On avait eu le Qatar en 2021 et 2023, on a l'Arabie Saoudite de Hervé Renard cette année. Petite précision, aucun invité n'a gagné la Copa América. Les meilleures performances, c'est Brésil 2 fois et la Colombie qui se sont hissés en finale, mais jamais il n'y a eu, entre guillemets, l'intrus ou l'invité qui s'est imposé. On a eu le Qatar les 2 dernières fois, Blue LS. Franchement, ça sera bien compliqué pour le suivre. Moi, j'étais au Japon il y a 2 semaines. En arrière, les horaires pour la finale de la Liga MX, c'était 4h du matin en France et 19h au Mexique. Il était 11h du matin à Tokyo. Oui, t'es rentré, Gringo? Il y avait eu Japon et Australie à la Copa América. En Copa América. En Copa América, on invitait aussi, et très souvent on invitait au Nord, mais on invitait, souvenez-vous des rumeurs qu'il y avait eu et des potentielles envies pour la Copa América 2019 d'inviter la France et l'Espagne. Ça avait pas été plus loin, mais il y avait cette rumeur-là, avant qu'au final ça soit Japon et Qatar. Ouais, Japon et Qatar. Bref. Dernière petite précision sur la présentation générale de cette Gold Cup, quand même. Normalement, si on en croit le site officiel, et il n'y a pas de raison que ça change à 4 jours de la compétition, allez, 5 jours de la compétition, si vous êtes résident en France, en tout cas en Europe de manière générale, vous pourrez suivre la compétition de manière gratuite et légale sur le YouTube de la CONCACAF ou sur CONCACAF Go, qui est leur plateforme pour diffuser les matchs, c'est-à-dire au même endroit que vous pouvez voir les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc normalement, à vérifier si ça ne change pas d'ici là, et de toute façon je vérifierai et on en parlera parce qu'on fera des lives. Tout ça pour dire, normalement, on pourra tous voir tranquillement les matchs. Alors, pareil pour Kergal, là pour le coup ça sera très tard pour certains. On ne fera pas les matchs très tard, hein. Le match d'ouverture du Mexique est à 4h du matin, on ne le fera pas. Mais tout ça pour vous dire que on pourra tous regarder légalement, gratuitement, les matchs sur YouTube, normalement. Désolé, j'ai pas trouvé le bon visuel. Ouais, tu m'as montré. Mais en fait, c'est plus ou moins le même, en fait, hein, si tu veux. Il n'y a pas de visuel par rapport à la Gold Cup. Peut-être que ça viendra un petit peu. Et du coup, exactement, Red, c'est aussi. Et c'est vrai que tu fais bien de le dire, et c'est quelque chose que je ne dis pas assez. Si le match est diffusé sur YouTube, ça veut dire que vous pouvez le voir en replay. Tranquillement. Vous pouvez vous poser. Vous n'êtes pas obligé de vous lever à 4h du matin pour regarder le Mexique. Vous pouvez le regarder au petit-déj ou dans la journée quand vous voulez. Donc voilà, mieux vaut se coucher tôt pour se lever à 4h. C'est vrai, si tu veux voir les matchs en direct. Bref, voilà, tu as réussi à avoir ton maillot du Kashima Antlers, nous dit Gringo. Je pense que tu as dû le payer au moins 120 €. Et 140 si tu l'as fait floquer. Mais c'est un autre débat. Bref, on va regarder, on va se plonger un petit peu dans cette Gold Cup. Alors, je ne vais pas vous présenter équipe par équipe. Déjà, je vais vous montrer les groupes. On va commencer par y aller dans l'ordre. Voilà les groupes. 4 groupes de 4, 16 équipes. On ne va pas partir sur la preview des 16 équipes, sinon ça va durer 7 heures. Ça va être insupportable. Et surtout,
Il y a un guide qui va arriver sur Lucarno Posé en fin de semaine. Je vais l'écrire, je le publierai en fin de semaine sur Hello avant la compétition. Je vais essayer de le publier vendredi parce que la compétition commence dans la nuit de samedi à dimanche. Comme ça laissera 2 jours pour le lire. Il y a 16 équipes. Vous voyez les groupes. Groupe A, Mexique, Costa Rica, Suriname, République Dominicaine. Vous voyez des équipes dont on a parlé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Suriname est déjà qualifié pour le 3e tour. Dans le groupe B, Canada, Honduras, Salvador, Curaçao. Groupe C, qui est peut-être le plus chaud, on va pas se mentir, Panama, Jamaïque, Guatemala, Guadeloupe, et le groupe D, États-Unis, Haïti, Trinité et Tobago et Arabie Saoudite. Moi, je suivrai mes Reggae Boys et la Guadeloupe, ça tombe bien, ils sont ensemble, main dans la main, il y en a un des deux qui va probablement ne pas passer. Bon courage à toi. Comme en 2023, les retrouvailles entre Guadeloupe et la Guatemala, ce match absolument fou, je m'en parlerai enfin, on peut en parler, qui avait éliminé concrètement la Guadeloupe, qui avait son destin en main et qui s'est pris une remontada de l'espace pour finalement ne pas se qualifier. Et effectivement, le Costa Rica, du Piojo Herrera dans le groupe du Mexique. Donc je le disais, on va pas y aller équipe par équipe parce que sinon vous comprenez que cette émission elle va se finir demain matin et encore peut-être en début d'après-midi. On va donc focaliser ici dans l'émission, on va focaliser un petit peu sur les 4 favoris en fait. Les 4 têtes de série, on pourra glisser des mots sur les autres si vous le voulez, mais on va quand même s'intéresser aux 4 gros parce que sur les 4 gros, il y en a quand même 3 qui sont les pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde avec des dynamiques un petit peu différentes et c'est intéressant de s'y attarder et de voir justement où ils peuvent aller et ce qu'ils doivent attendre, ce qu'ils peuvent attendre de cette compétition et pourquoi s'intéresser à Panama. Je vais juste, parce que c'est lui le 4e dans larron de l'histoire, je vais juste, et pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ne sont pas habitués un petit peu à tout cela et à cette zone, à cette région du monde, actuellement au classement de la zone, l'équivalent du classement UEFA pour les pays, mais là c'est le classement FIFA et dans la zone, le Panama est 3e, devant les États-Unis, derrière le Mexique et le Canada. Pour l'instant, c'est Panama la 3e équipe de la zone en termes de résultats. Il y a un monde où les USA ne passent pas. Costa Rica, Martinique de 2003, c'était 23, c'était génial. Si la H passe les groupes, je serais déjà bien content. Si la H ça peut passer quand même, Nacio. Je mettrais même le Panama 2e force. On va en parler. Justement, on s'intéresse. On va faire à tout seigneur, tout honneur. On va quand même parler en premier lieu du Mexique, qui est, je le disais, le recordman dans la compétition, mais qui est surtout le tenant du titre. Dans cette épreuve, ils arrivent ici en tant que tenant du titre et on va se poser la question justement de savoir quelle chance ont-ils et surtout, c'est ça le plus important, dans quel état arrive le Mexique à la Gold Cup. Alors, c'est le point important, justement, parce que, franchement, ça semblait se redresser un petit peu. Et là, ça semble se tendre à nouveau. Pour résumer en une petite phrase claire, il y a un équilibre, mais il est précaire. Voilà, pour Javier Aguirre à la tête du tri mexicain. Je rappelle que c'est le tri. La tri, éventuellement, c'est le Costa Rica, même si on ne l'utilise plus trop. La tri, c'est surtout l'Équateur. Donc, dans la zone, si vous parlez du Mexique, vous dites le tri. Vous avez le droit, ne l'utilisez pas à des fins commerciales, sinon vous allez vous prendre un procès. Vous vous rappelez, j'en avais parlé avec ce rocker qui, justement, a un groupe de rock qui s'appelle El Tri et qui a gagné son procès contre la fédération mexicaine et contre tous ceux qui veulent avoir une utilisation commerciale du nom. C'est-à-dire que, par exemple, quand Televisa veut faire un clip sur la sélection mexicaine, il ne peut pas écrire Vamos El Tri. Voilà, sinon ils vont se prendre des droits, ils vont se prendre un strike concrètement. Bref, pourquoi ça se tend un petit peu? Parce qu'il y a eu le dernier match amical du week-end face à la Suisse, défaite 4-2, qui a remis un gros coup de pression et surtout qui commence à continuer de mettre au-dessus de la tête du Mexique cette notion de plafond de verre, c'est-à-dire que dès que ça commence à se durcir un petit peu, c'est compliqué pour le tri. Et on est sorti d'un match perdu donc face à la Suisse, prochain rendez-vous face à la Turquie, attention, avec des insultes qui sont parties des tribunes envers les joueurs. Il y a une sorte de désamour ou de désunion qui est en train de se créer. Je le disais, l'équilibre est assez précaire et les choix du sélectionneur font beaucoup parler. Je vais vous afficher le groupe mexicain. Je ne sais pas si vous arriverez à tout lire. Bon, il y a quand même, on va en revenir dans un instant, il y a beaucoup de noms quand même, il y a quand même un très très bel effectif. Mais il y a un nom qui a cristallisé
cristalliser les débats de ces derniers jours. Il faut regarder du côté des porteros, des gardiens. Et ce nom, c'est Guillermo Ochoa. Oui, Memo Ochoa est toujours là. Il a été appelé par Javier Aguirre. 39 ans, Memo Ochoa. Alors, on va pas nier qui est Memo Ochoa pardon, dans l'histoire du football mexicain tout court. On va juste rappeler qu'il a 39 ans, que cette année, il jouait encore le maintien dans le championnat portugais. D'ailleurs, Tuca Ferretti l'a allumé dans les médias en disant qu'il a plus de fois joué le maintien qu'il n'a joué des titres. Bon, voilà, c'est pas machin, mais on n'attaque pas, on n'attaque pas Memo Ochoa. En tout cas, on l'attaque pas trop, mais ça pose de vraies questions par rapport au choix d'Aguirre. Et pourquoi? Parce que vous le voyez, il y a deux gardiens à côté de lui, Raúl Randrel, et il y a surtout Luis Malagón, qui est très clairement le meilleur gardien de la Liga MX, le gardien de l'América. Qui est clairement le meilleur gardien mexicain du moment. Tout le monde pensait que Alex Padilla, le jeune gardien des Pumas, allait être appelé et Memo Ochoa prend sa place. Donc ça parle beaucoup par rapport à cela et ça peut aussi venir mettre un petit peu un grain de sable dans une mécanique qui, je le disais, est pas forcément extrêmement huilée, puisque, puisque ça va remettre un coup de concurrence. Tu n'appelles pas Guillermo Ochoa pour lui dire maintenant, garçon, tu vas faire banquette à côté des deux. Comment ça va se gérer à l'intérieur? On verra bien. Est-ce que ça peut déstabiliser la position d'un Malagón ou potentiellement d'un Rangel si je venais à être appelé? Ça met quand même un petit grain de sable supplémentaire, ça se met un petit point de pression supplémentaire là où il n'y avait pas besoin, ça rajoute des maux de tête aux sélectionneurs. Je rappelle quand même, et c'est aussi pour cela qu'elle va être importante cette Gold Cup, ils ont gagné la dernière, hein, mais je rappelle quand même que l'élimination en phase de groupe de la dernière Coupe du Monde a fait très très mal, c'est la première fois depuis 1978 que ça arrivait. L'élimination au premier tour aussi de la Copa América a fait très très mal aussi. Je rappelle que le Mexique a terminé derrière le Venezuela et l'Équateur avec une seule victoire, c'était face à la Jamaïque d'un petit but. Et que, voilà, pourtant, il y avait quand même un peu de mieux, puisqu'ils ont gagné la dernière Gold Cup, ils ont gagné la Nations League, c'était la première fois de l'histoire que le Mexique gagne la Nations League. Mais bon, voilà, tout est précaire, tout est un petit peu... on sent qu'on est sur un fil, pourtant il y a des choses qui sont intéressantes, c'est pas encore extraordinaire dans le jeu, on va pas se mentir. Le Tri va être privé de certains joueurs qui sont impliqués dans la Coupe du Monde des clubs, hein, merci. Mais vous voyez quand même à la liste, alors je vois, hein, c'est faible le Mexique, c'est pas sérieux de convoquer Ochoa, on dirait le Chili avec Vidal. C'est vrai, c'est faible, t'es un peu dur quand même, parce que, et je suis pas forcément d'accord avec vous, ni toi, Kergal, qui dit elle semble très très faible, elle n'est pas si faible que ça. Il y a quand même quelques cadres, César Montes, Jesus Gallardo, Edson Alvarez, Carlos Rodriguez, Julian Guignones, Santi Jiménez et Raúl Jiménez en attaque, même si Raúl Jiménez, c'est pareil, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il sera là encore l'année prochaine. Il y a une bonne sélection, franchement, il a fait une sélection très équilibrée, Javier Aguirre. Il y a juste peut-être ce côté... se mettre le grain de sable potentiel en admettant que Memo Ochoa soit un grain de sable. Peut-être qu'il ne le sera pas. En tout cas, je vous rappelle le groupe quand même dans lequel est le Mexique. Il y a un piège, forcément. Le piège, c'est le Costa Rica, mais normalement, derrière, Suriname et République dominicaine. Bon, on va pas commencer à dire que le Mexique risque d'être éliminé dès le premier tour. Mais comme le dit Nacio, c'est un château de cartes. C'est-à-dire que pour l'instant, Javier Aguirre arrive à le faire tenir, à voir si la carte Memo Ochoa et tout ce que cela peut entraîner derrière ne fera pas absolument tout tomber. Normalement, Ochoa ne part pas titu, mais comment tu fais, eu égard au statut de Memo Ochoa, pour lui dire, garçon, tu vas être deuxième, voire troisième gardien? C'est la vraie question, on n'en sait rien, c'est l'inconnu. C'est la vraie question. Devant, les deux Jiménez font le taf, c'est la défense qui fait peur. Concernant Memo, pour moi, il vient comme grand frère. Je pense aussi. À voir. À voir quand même, il y a un match qui va être... Mais oui, je suis d'accord, hein, Red Malagón doit être titu. Il y a du niveau, mais je sens pas une équipe capable de faire un résultat sur sa propre Coupe du Monde. Ah, mais alors Coupe du Monde, c'est un autre débat, Gergal. Là, on est sur la Gold Cup. Sur la Coupe du Monde, on verra. Je suis d'accord avec toi. Ils iront pas viser le titre, ça c'est sûr. Mais bon, on sait que l'objectif, généralement, pour le Mexique, c'est le 5e match, hein, c'est le quart de finale. On verra. On n'y est pas encore. Et puis, des choses peuvent se passer d'ici là. Le Suriname pouvait avoir Van Dijk et Xavi Simons. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bref, le danger se nomme Piojo Herrera. Je peux vous montrer le programme de ce groupe. Il est ici. Et vous allez voir que le hasard fait bien les choses parce que le Mexique-Costa Rica, c'est la dernière journée. Donc les deux seront probablement qualifiés. Donc les deux joueront probablement rien d'autre que
la première place, et c'est important, cette première place, parce que je ne l'ai pas détaillé. Mais le Mexique, s'il veut éviter de se retrouver, déjà rien que face aux États-Unis, il faut pas finir deuxième, parce que le deuxième de ce groupe-là jouera le vainqueur du groupe des États-Unis, donc potentiellement les USA. Donc, si on veut éviter un USA-Mexique dès les quarts de finale, il faut que le Mexique s'impose dans son groupe. Si Mexique et États-Unis terminent à la même place, c'est-à-dire tous les deux premiers ou tous les deux deuxièmes, ils ne se croiseront pas avant la finale. Ce qui veut dire aussi que si on en croit un petit peu, si on revient un petit peu sur ce groupe-là, si on en fait un classement à la logique, si tant est qu'il y ait une logique, le Costa Rica va être amené à se taper les États-Unis en quart de finale. Voilà. Je préfère jouer les USA que l'Arabie Saoudite en quart. Je ne suis pas convaincu que l'Arabie Saoudite soit qualifiée dans le groupe D1. Voilà. Je dis pas ça parce que j'aime beaucoup Haïti, mais si, je dis ça parce que j'aime beaucoup Haïti. Donc voilà. Ça parle de Diego Lainez du côté de César. Il n'est pas forcément très bon, et puis forcément, il joue pas forcément tout le temps, surtout, hein. Il est dans une rota régulière, donc c'est difficile. Mais je suis d'accord avec toi, hein, au Betis, les débuts au Betis sont bons, et après, un petit peu, malheureusement, comme beaucoup de jeunes Mexicains, c'est-à-dire qu'ils ont un statut au Mexique qu'ils n'auront jamais en Europe, et que donc si ça commence à coincer dans un club, je ne suis pas insultant, hein, sur le côté moyen, hein, le Betis n'est pas un club moyen, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Euh, on n'est pas sur le grand top européen, ça joue pas la Ligue des Champions tous les ans. Si ça commence à coincer, généralement, ils rentrent au pays et ils ont un statut qu'ils n'auraient pas en Europe. Et donc, voilà, Diego Lainez a un statut à Tigres, voilà, club de chapeau 2, voilà, c'est ça. Alors que là, il va jouer au Mexique. Il va jouer au Mexique dans un club chapeau 1, voilà, tranquille, avec un statut de petite star du football mexicain. Et ça lui suffit largement, parce que de toute façon, il a des contrats qu'il n'aurait pas en Europe à ce niveau-là. Bref. Je le disais, donc, attention au Costa Rica dans ce groupe pour le Mexique. Il n'y a pas vraiment de grand danger. Je le disais, normalement, il n'y aura pas de Mexique-USA avant la finale, si tout va bien dans ce cas-là. Remarquez que le hasard et le tirage des groupes est quand même bien fait. Par contre, il y a la possibilité de se taper éventuellement Panama en demi-finale. Et là, on sait que les Mexique-Panama ces derniers temps sont assez chauds. Même si le Mexique bat Panama, ça peut être le moment, le point traditionnel de bascule entre ces deux équipes. Les groupes C et D sont costauds, alors que les groupes A et B, on peut deviner tout de suite qui se qualifiera. Ouais, c'est un peu ça, Nostromo. L'Arabie Saoudite, ouais, alors on peut en parler tout de suite de l'Arabie Saoudite, comme ça j'évacue, j'avais pas prévu d'en parler beaucoup. L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, la grande inconnue, c'est de savoir justement ce qui va se passer en milieu de semaine sur les éliminatoires. Il y a un monde dans lequel l'Arabie Saoudite peut coiffer sur le fil l'Australie, parce que non, l'Australie n'est pas qualifiée encore pour la Coupe du Monde. Il y a une différence de but assez importante, mais c'est Arabie Saoudite-Australie sur la dernière journée. Donc l'Arabie Saoudite peut, sur un miracle, je crois qu'il faut qu'elle gagne par 5 buts d'écart, doubler l'Australie. Dans quel état une Arabie Saoudite qui doit se coltiner un 4e tour d'éliminatoire asiatique et préparer un 4e tour d'éliminatoire asiatique viendra jouer une Gold Cup? Mentalement, je ne suis pas convaincu que ça soit très très fou. Ça va être rude pour Trinidad et Tobago, qui lui est en train de jouer sa place pour le 3e tour en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est mort. Il faut 5-0, c'est impossible. Attention, je suis d'accord avec toi, mais tu vois ce que je veux dire. Je préfère rien dire. On sait jamais. Voilà. Bref, justement, on est sur l'Arabie Saoudite, donc voilà, on évacue assez rapidement. J'en parlerai un petit peu dans le guide, hein, de tout cela, et puis de toute façon, ça va être aussi dépendant de ce qui va se passer, lors du match face à l'Australie, et de voir comment ils vont aborder, comment Hervé Renard va aborder cette Gold Cup. On va s'intéresser à une sélection que tout le monde attend. L'Australie, 3 matchs, 3 victoires d'affilée, un but encaissé, oui, mais horrible. Je ne sais pas si tu as vu le Australie-Japon. Si tu l'as pas vu, tu as bien fait. Ils ont joué contre l'équipe B ou C du Japon, et ils se sont fait manger tout le match. Ils ont marqué sur leur seule occasion du match, à la 92e. Je ne sais pas si tu as vu l'info, mais Michael Antonio est de retour de blessure. Oui, il est dans le groupe pour... Est-ce que je l'ai mis, le groupe de la Jamaïque? Non, je n'ai pas les joueurs de la Jamaïque. Oui, j'ai vu Gringo. Bref, on va s'intéresser à l'autre gros morceau, l'une des sélections qui est très attendue, forcément celle des États-Unis de Mauricio Pochettino. Alors là aussi, ça coince un peu. Il faut dire que les résultats de ces dernières années sont vraiment pas à la hauteur des espérances. Ah, tu l'as vu? Ah, désolé.
Les résultats de ces derniers mois, dernières années ne sont pas forcément à la hauteur des espérances, surtout des espérances des générations, là où les générations dorées. Alors, c'est difficile. Ça parle beaucoup de Generation, ça parle beaucoup des générations dorées aux États-Unis, sauf que pour l'instant, elle gagne rien, elle n'impose rien. Elle a gagné quelques Nations League, mais elle ne s'impose pas. Il y a de très jolis joueurs qui sortent de manière régulière des États-Unis. On les voit s'exporter dans de très grands clubs, et notamment des très grands clubs ou des très bons clubs européens. Pour l'instant, on ne voit pas véritablement d'effet sur la sélection. Juste pour rappeler que les États-Unis ont été éliminés en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde, mais on ne peut pas dire qu'ils aient fait une grande Coupe du Monde. Leur seul fait d'armes, c'est d'avoir accroché l'Angleterre 0-0 en ayant subi, mais pour le reste, ils se sont qualifiés parce qu'ils ont battu l'Iran 1-0, tout simplement. Et aussi, et surtout, et c'est de là dont on parle beaucoup, ce qui fait beaucoup... Ouais, la vraie génération dorée, c'était 2002, on est d'accord, Alès. Et d'ailleurs, c'est un gros débat là-dessus. C'est-à-dire que beaucoup commencent à parler des Pulisic, des McKennie, etc., en disant voilà la génération dorée américaine. Et justement, il y a aussi tous ceux qui ont connu 2002 et les anciens qui disent attendez les gars, oh, hop là, on se calme, on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore. Et justement, l'un des gros problèmes aussi de la sélection US, c'est qu'on a quand même un petit peu la sensation qu'elle utilise la Gold Cup comme une vaste revue d'effectifs. Et on a de manière générale l'impression que depuis 2022, la sélection US, c'est une vaste revue d'effectifs. Alors, il y a eu un changement, il y a eu des entraîneurs différents depuis. Il y a eu Berhalter, il y a eu BJ Callaghan, il y a aussi maintenant Mauricio Pochettino. Ça a bougé un petit peu dans tous les sens. Et forcément, sur les résultats, il n'y a pas véritablement de continuité. La dernière Gold Cup s'est terminée en demi-finale face à Panama, élimination au tir au but. La dernière Nations League s'est terminée aussi face à Panama en demi-finale. Et les États-Unis ont même perdu le match pour la troisième place face au Canada, alors qu'ils avaient remporté les 3 éditions précédentes. Donc on est sur une dynamique un peu moyenne en termes de résultats. La Copa América, elle n'a pas été extraordinaire, éliminée encore une fois par Panama, puisqu'ils perdent dans ce groupe face à Panama, et Panama se retrouve deuxième du groupe derrière l'Uruguay. Les États-Unis sautent dès la phase de groupe de la compétition qu'ils accueillent. Voilà, et pour cette Gold Cup, on pourrait se dire, bon, voilà, on est quand même à 1 an de la Coupe du Monde, on attend de voir où vous en êtes, les enfants. Montrez-nous maintenant où vous en êtes, est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que la vaste revue d'effectifs qui a eu lieu depuis 2022 est terminée? Est-ce que maintenant on peut commencer à véritablement mettre en place un groupe qui va travailler dans l'optique de la Coupe du Monde? Vous savez quoi? Non. Alors, on pourrait s'en prendre à Pochettino. Je ne sais pas si Pochettino c'est fade pour les USA ou si les idées de jeu correspondront ou pas, on verra à la durée. Le problème de Pochettino, c'est aussi que il a des absents pour cette Gold Cup. Dans les buts, il voulait essayer de mettre un petit peu en concurrence Matt Turner, qui n'est pas forcément le grand numéro 1 que le pays attend, mais Patrick Schulte ou Zach Steffen sont blessés et donc sont forfaits pour la Gold Cup. Donc pas de véritable concurrence à Matt Turner. Et puis, il y a aussi des choix. On parle beaucoup de Christian Pulisic à Milan. Christian Pulisic a juste décidé de ne pas jouer la Gold Cup. Ça pique un peu au pays, notamment sur l'implication du garçon qui est censé être le leader de la sélection. Et donc, il y a toute une palanquée de joueurs, et notamment les Européens. Alors, il y a tous ceux qui sont impliqués dans la Coupe du Monde des clubs. Weston McKennie, Timothy Weah, Joe Reyna, qui vont à la Coupe du Monde des clubs et qui ne sont pas donc disponibles. Il y a ceux qui ne sont pas là pour des raisons personnelles ou blessés. Younous Moussa, Folarin Balogun, Anthony Robinson, Serginho Dest. Alors, vous voyez, forcément, c'est des noms qui vous parlent, parce que vous les croisez régulièrement en Europe. Et c'est des noms qui apportent un plus. Mais on les voit pas, en fait. On les voit pas dans des cadres de compétition. On les voit pas. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens les États-Unis avancent. C'est la dernière compétition pour les États-Unis avant la Coupe du Monde. Et donc, tous ces joueurs-là ne la jouent pas. On n'a pas dans un contexte compétitif, la sélection qui sera à la Coupe du Monde. Alors, évidemment, il y a de la qualité. Je peux vous montrer le groupe américain. Il y a 15 joueurs qui viennent de MLS. Alors, ça parlera beaucoup à ceux qui suivent la MLS. Il y a des joueurs très intéressants. La concurrence Le problème, c'est pareil. On parle de concurrence pour Matt Turner. Alors, Chris Brady ou Matt Freese, le gardien de City, sont de très très bons gardiens. Mais on sait qu'ils sont derrière Stephen et Schulte. Donc, il n'y a pas de concurrence là pour le coup pour Turner. Dans les couloirs, il y a de très
très bons joueurs. John Tolkien, Alex Freeman qui va probablement arriver en Europe. Il y a une défense centrale qui est intéressante à l'échelle de la MLS. Il y a une vraie équipe. Il y a une équipe solide. Hein. Il y a vraiment de très très bons joueurs. Paxton Aronson qui a fait une bonne saison à Utrecht, c'est intéressant. Pas d'Aaron Lang, quelle tristesse, exactement. Sébastien Berhalter fait un très bon début de saison avec les Whitecaps. Johnny Cardozo fait aussi le travail, même s'il a été un petit peu bousculé face à la Turquie. Et donc voilà, on ne sait pas trop de ce groupe que vous voyez là. Il y a beaucoup d'absents, blessés ou retenus ou pas là. Le petit Malik Tillman est là, oui, et lui va être probablement sera là l'année prochaine aussi. Mais sur ce que je voulais dire, c'est que sur tous les autres que vous voyez là, combien seront à la Coupe du Monde? Voilà. Et du coup, quel enseignement tirer de cette Gold Cup? Voilà. Je rappelle que les États-Unis restent sur 3 défaites consécutives. Panama, Canada en Nations League et en amical face à la Turquie, que ça fait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Ils jouent la Suisse en amical avant la Gold Cup, et si jamais ils s'inclinent à nouveau, ça serait la première fois depuis 2007 que les États-Unis enchaîneraient 4 défaites consécutives sur une année civile. Voilà. On verra. Est-ce que les États-Unis finalement sont un favori ou peuvent venir bousculer véritablement? Pas de Tanner Tessman, non. Je sais même pas s'il était, voilà, je sais même pas s'il était dans les plans nationaux, pour tout te dire. C'est une vraie bonne question. Je sais pas du tout. La Suisse en pleine tournée américaine, exactement. Exactement, puisqu'elle a joué le Mexique et là elle joue les États-Unis, toujours aux États-Unis, hein, puisque je rappelle que le Mexique joue tous ses matchs loin du Mexique, justement. Les billets verts ont une meilleure odeur au nord qu'au pays. Pochettino serait-il menacé en cas d'élimination des Lakers? Ça me paraît compliqué. Voilà. Ça me paraît compliqué d'imaginer que Pochettino joue son avenir sur cette compétition-là. Mais pour sa défense, il a trop d'absents. Il a des joueurs blessés, retenus, d'autres qui ont invoqué des raisons personnelles. C'est compliqué hein, dans ces conditions-là de véritablement arriver sur une compétition en disant bah, c'est bon, je prépare véritablement 2026. Et le problème, c'est ça. C'est moi, je veux bien les revues d'effectifs, mais au bout d'un moment, quand tu fais que de ça, tu prépares rien en fait. Donc, je suis pas convaincu que les États-Unis préparent grand-chose. On verra. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici 2026, et peut-être que les États-Unis, cette équipe-là, va rouler sur la Gold Cup, et peut-être que cette équipe-là, eh bien, tout simplement ira bousculer certaines petites places peut-être déjà établies. Donc voilà, il était dans la pré-liste Testman, il reste pas dans la liste finale. Bref, voilà la grande question qu'on peut se poser sur les États-Unis. Alors je vous rappelle, je peux vous montrer le programme des États-Unis qui commence par Trinidad et Tobago, qui ensuite affronteront l'Arabie Saoudite, et ensuite le dernier match joueront contre Haïti. Haïti hein, qui est on va tous être pour les grenadiers, on va pas se mentir. donc voilà, on va être tous là pour soutenir le Duc et sa bande. Dukens Nazon, évidemment, on sera tous derrière Haïti, on n'a pas peur de le dire. Donc voilà, Dan Jean-Jacques, Fafa Pico aussi, notamment, et Johnny Placide, le capitaine de la sélection. Voilà le programme pour les États-Unis. Il est encore là, Dukens Nazon, mais bien sûr, il est encore là, le Duc. Voilà, je rappelle le groupe, je vous le remontre et on va passer à se poser la question finalement, donc États-Unis, Haïti, Trinité et Tobago et Arabie Saoudite, et on va se demander finalement si parmi les 3 pays hôtes, si le grand favori de cette Gold Cup, ça serait finalement pas le 3e, ça serait pas le Canada. Canada a fini 4e de la dernière Copa América, a fini 3e de la dernière Nations League. Je rappelle que le Canada est la seule autre nation que les États-Unis et le Mexique à avoir gagné une Gold Cup, c'était en 2000. Et surtout, pour le coup, on est dans une autre approche de la Gold Cup. Le Canada, lui, arrive pour la gagner. Très clairement, Jesse March a annoncé qu'il voulait gagner la Gold Cup. Il a le groupe pour, il n'a pas beaucoup d'absents, on va y revenir dans un instant. La question c'est, est-ce qu'il en a les moyens? Eh bien oui, clairement. Quid de Leon Bailey, que devient-il? Il sera à la Gold Cup avec la Jamaïque.
le beau bordel jamaïcain, si je dois m'exprimer ainsi, notamment grâce au clan Bailey. Mais bon, voilà, la Jamaïque est là et Leon Bailey sera à la Gold Cup. Pourquoi est-ce que le Canada a les moyens d'aller chercher la Gold Cup? Ben, on l'a vu déjà très vite, dès sa prise en main, hein. Il a pris la sélection 2 mois avant la Copa América et on a vu tout de suite une idée claire de jeu, une volonté, une véritable philosophie de jeu avec un vrai pressing, avec déjà des vraies combinaisons. Et ça s'est poursuivi. Après la Copa América, on parlait tout à l'heure de la Colombie et de l'Uruguay où ça s'est un peu, où le ressort s'est un petit peu cassé. Et bien pour le Canada, en tout cas, les résultats ont suivi. Victoire en amical face aux États-Unis, face au Panama en septembre et octobre, match nul face au Mexique, victoire donc face aux États-Unis en troisième place pour la Nations League, victoire face à l'Ukraine lors du dernier match amical, et surtout un groupe. Alors je vais vous montrer le groupe canadien. Le groupe canadien, il est là. Le groupe canadien, le voici. Un groupe qui est quand même extrêmement dense. Dane Sinclair, l'un des meilleurs gardiens de MLS, est présent, lui. En défense, vous connaissez déjà Moïse Bombito et Derek Cornelius parce que vous les voyez régulièrement. On peut ajouter des joueurs qui sont des cadres en MLS comme Joel Waterman ou Kamal Miller. On a un milieu de terrain extrêmement dense, extrêmement riche. Stephen Otakio, Mathieu Chouanière, William Saliba, Ismaël Koné, que vous voyez avec le Stade Rennais. Jonathan Osorio, et puis des profils absolument divers et variés, avec des piles dans les couloirs, Jayden Nelson, Jacob Scheffelborg, Tajon Buchanan, qui lui est en Europe aussi, et surtout, ceux qui vont falloir suivre, ça va être les deux David, pardon, devant, Promis, celui de l'Union Saint-Gilloise, et Jonathan, le futur ex-joueur du LOSC, aucun lien de parenté entre les deux, hein. Je rappelle que Jonathan David a des origines haïtiennes, si j'ai bonne mémoire. Promis, lui, a des origines nigérianes, donc ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Alors, le Canada, je vois leur groupe compliqué. Il suffit de commencer par 2 nuls contre 2 centraux américains et ça peut mal tourner. Oui, bien sûr. Mais vous voyez que l'essentiel de l'équipe est là. Et très honnêtement, l'équipe que vous voyez là aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'elle soit très différente à la Coupe du Monde de 2026. Le seul absent notable, vous l'avez vu, si vous avez l'œil, forcément c'est Alphonso Davies, mais il s'est fait les croisés, sinon il serait là, hein, clairement. Le Canada, oui, n'a pas un groupe trop facile. Honduras et Salvador, ça peut être des machines à accident, ça c'est clair. Le Curaçao de Dick Advocat aussi, mais surtout ce que l'on attend, nous tous, c'est le Canada-USA que tout le monde nous annonce pour la demi-finale, parce qu'il est potentiel. Mais en tout cas, comme le dit Alès dans le chat, s'il y a bien une équipe qui pour le coup est en mode 2026, c'est véritablement le Canada. Tout est déjà solidement armé, déjà depuis l'année dernière, le groupe est clair. Et donc voilà, à la différence des États-Unis, on sait dans quelle direction veut aller le Canada. Il y a des embûches, il y a des choses un petit peu plus compliquées, il y a un contexte particulier, puisque on sait que la préparation est pas optimale, hein. Les stages de préparation, il n'y en a pas beaucoup, parce que la fédération est en manque de moyens. On a déjà fait un dossier, hein, sur le Canada. Donc voilà, il y a aussi des petits éléments, hein, qui peuvent venir mettre pareil, les petits grains dans les rouages de ce Canada-là. Je rappelle que Jesse March ne sera pas sur le banc sur les 2 premiers matchs, puisqu'il va être suspendu. Il a pris 2 matchs pour des débordements lors des matchs de Nations League. Mais bon, voilà, on verra. On attend un Canada-USA. Et d'autant plus dans le contexte politique qu'on a abordé tout à l'heure avec Jesse March qui a allumé l'administration de Trump, un Canada qui forcément a des relations un peu tendues, un Canada-USA en demi-finale de Gold Cup dans ce contexte, on attend, mais que ça. C'est réglé le bordel avec Craig Butler, il a obtenu gain de cause, il a eu son club en D1 jamaïcaine, c'est une catastrophe, dernier du championnat relégué, nickel. Je ne sais pas si c'est totalement réglé, hein, Gringo, mais voilà, on parle de la Jamaïque et le clan Bailey qui met un peu le bazar systématiquement dans cette sélection avec la fédération. Je vous montre le programme quand même. Vous voyez que pourquoi il y a peut-être potentiellement danger. On va voir, hein. Premier match, c'est Canada-Honduras. C'est peut-être le gros match entre les 2 prétendants de ce groupe. Donc, ils démarrent très fort. Ensuite, ce sera Curaçao. Et après, ils termineront par le Salvador. Donc, voilà. C'est peut-être la sélection qui peut faire le plus de dégâts. En tout cas, c'est peut-être le véritable favori parce que c'est la seule qui arrive avec de vraies ambitions et avec une équipe qui a déjà avancé ensemble et dans laquelle on voit déjà ce qu'elle veut faire et ce qu'elle fait
surtout. On revient sur les groupes et on va aborder le 4e larron. Je vous ai dit que c'était long, cette histoire. C'est pour ça que vous voyez que si on se focalise sur 4, ça suffit largement. J'aimerais trop que les US choquent, ça serait drôle à voir. Après, voilà. Franchement, je trouverais ça triste. Ouais, beaucoup de joueurs comme ça, Blue LS pour Curaçao. Beaucoup de joueurs, entre guillemets, venus des Pays-Bas, oui. J'ai pas l'effectif en tête là sous les yeux, mais oui, ça vient beaucoup des Pays-Bas, des Eredivisie, de deuxième division, exactement, c'est ça. Pour te répondre, Dame Not Story, je sais pas si en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même de très très beaux joueurs, de manière générale. Ils sont pas tous là. J'ai parlé des absents, et il y a d'autres absents auxquels je pense et qui mériteraient probablement d'être là, qu'on aimerait voir là. Le souci, c'est qu'on voit pas dans quelle direction ils veulent aller. Et comme le dit Red, en fait, s'ils choquent, c'est qu'ils l'auront cherché, c'est parce qu'ils avancent pas comme il faut. Ils font pas ce qu'il faut dans le bon sens. Ils avaient le temps de préparer cette Coupe du Monde. Ils se sont obstinés avec Berhalter. Ils l'ont viré, puis rappelé, puis machin, ça a été le bordel. Ils ont perdu beaucoup de temps, ils ont perdu 2 ans. Franchement, ils ont perdu 2 ans et demi. Pochettino arrive, il doit composer avec ce qu'il peut, il doit composer avec des joueurs qui sont pas forcément des cadres. Après, c'est difficile de dire à Christian Pulisic, ok, tu veux pas venir à la Gold Cup, eh ben écoute, tu viendras pas à la Coupe du Monde. C'est difficile parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte. C'est la star du football américain, du football aux États-Unis, pardon, pas du football américain. Donc voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont te choquer? Qu'est-ce qu'on appelle choc? Est-ce qu'ils peuvent ne pas gagner cette Gold Cup? Oui. Est-ce que ça remettrait en cause ce qu'ils envisagent de faire pour 2026, étant donné qu'on ne le voit pas trop? Non. Est-ce que ça peut remettre en question Pochettino? Très franchement, à part une élimination d'entrée en phase de groupe, je ne vois pas ce qui peut remettre en question Pochettino. Donc voilà. Le pays qui va choper les US à la Coupe du Monde aura de la chance. Attention aux États-Unis en Coupe du Monde, ils sont toujours là. C'est pas le Mexique. Donc, enfin, quoique le Mexique, d'habitude, ils sont toujours là. Mais non, les États-Unis en Coupe du Monde, ils sont toujours dans un mode différent. Ils sont toujours là, Nir. Donc, attention à pas trop les enterrer. Et ils ont de quoi bien travailler. Le problème, c'est que voilà. Bref, on l'a abordé. On passe au 4e larron. 4e larron qui est donc le 3e de la zone au classement FIFA. C'est forcément celui du groupe C, c'est le Panama. Le Panama de Thomas Christiansen, finaliste 2023, finaliste de la dernière Nations League, quart de finaliste de la dernière Copa América, même s'ils ont pris 5-0 contre la Colombie, ok. Mais on rappelle qu'ils ont fini 2e derrière l'Uruguay dans cette compétition en battant les États-Unis. Si vous suivez Hello, vous savez depuis longtemps que c'est la nation qui monte depuis des années, qu'il y a eu une qualification historique pour la Coupe du Monde 2018 qui a été compliquée à digérer déjà pour la Coupe du Monde et dans les mois et dans les 2 ans qui ont suivi. Mais depuis, ça va beaucoup mieux, ça travaille. Thomas Christiansen est là depuis aussi suffisamment longtemps pour avoir mené une vraie politique à tous les étages, même chez les jeunes. Gol de mi-pays, c'est le pays chouchou de Hello, exactement. Ça ne fait que progresser parce que ça travaille dans le bon sens. Et un petit peu comme le Canada, Panama arrive quasiment avec son meilleur effectif. Il manque un homme, vous savez tout de suite qui c'est, parce que sans un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il n'y aura pas Coco Carrasquilla. On a pensé qu'il pourrait être là parce qu'il avait été blessé au pied et on envisageait à ce qu'il soit là déjà pour les matchs. D'éliminatoires de Coupe du Monde. Et puis il n'a pas été là, il ne sera pas là, probablement par précaution, on ne sait pas trop, c'est assez difficile de savoir, mais le groupe reste quand même très très dense. On va retrouver la concurrence entre Mejia et Mosquera dans les buts, on va retrouver nos chers pistons favoris que sont Amir Murillo et Eric Davis, les rois des centres. Ils nous avaient régalé à la Copa América, ils nous régalent à chaque Gold Cup avec leur qualité de centre, parce que vous allez voir, si vous n'êtes pas habitué à suivre Panama ou à voir Murillo hors qu'à Marseille, vous allez voir qu'il est quand même beaucoup plus offensif avec Panama et beaucoup plus haut dans son couloir. Vous allez avoir comme chef d'orchestre le magnifique Hannibal Godoy, qui est le patron de la maison, 35 ans. Vous allez voir Waterman qui va envoyer des cartouches. Cecilio Waterman, l'homme qui a échangé son maillot avec Thierry Henry, sera là, mais on va suivre aussi les Césarianis, Christian Martinez, les José Fajardo, Ismaël Diaz, très très bon buteur en Équateur. Ils sont 4 à évoluer en Équateur, 4, pas à évoluer en Équateur, à évoluer à l'Universidad Católica en Équateur.
donc ils jouent en Amérique du Sud. Pas de bouleversement, travaille dans la continuité, on n'est pas en train de faire des essais, on est en train de travailler. On est la cinquième force de la CONCACAF, faut en profiter et pour confirmer notre statut d'équipe chiante à jouer. Tu parles de la Jamaïque, oui, parce que la Jamaïque est dans ce groupe. Je vous rappelle, je vais vous montrer même le programme de ce groupe. Panama va commencer face à la Guadeloupe. La Guadeloupe de Jocelyn Angloma, menée par le magnifique Noah Kadiou. J'adore ce joueur. Je l'avais vu à QRM, j'adore ce joueur. Et Thierry Ambrose notamment. La Guadeloupe qui démarre donc par le gros morceau, par Panama. Le Panama-Jamaïque, ça sera lors de la dernière journée, donc par contre, tout sera peut-être terminé. Aucun joueur ne joue au Panama, oui, mais voilà, c'est aussi un signe, ils se sont exportés nationaux. Très clairement, depuis quelques années, ça s'exporte beaucoup du côté de Panama. Un joueur comme Farardo, moi je l'avais vu arriver quand il jouait au CA Independiente. Panaméen justement, et à l'époque il était en sélection, déjà il arrivait en sélection quand il était dans ce club là, tu vois, donc voilà, ça avance. C'est aussi un signe. Alors on est dans une zone, je l'ai pas abordé quand j'ai évoqué le Costa Rica, mais euh, on, on- on est dans une zone où c'est très compliqué pour les clubs d'exister en dehors du Mexique, des États-Unis, enfin en dehors du Mexique, de la Liga MX et de la MLS. Les Costaricains sont les premiers à en souffrir beaucoup. Économiquement parlant, ils ont moins d'argent. Économique et sportivement parlant, pour accéder sur les phases finales de Conca Champions, il y a un taf de fou, c'est des marathons, tu passes par des qualifications, enfin c'est un bordel pas possible. Donc c'est des compétitions qui leur deviennent de moins en moins accessibles. En tout cas, en moins grand nombre. Et dans le format tel qu'est la Conca Champions. Et donc, par exemple, pour des clubs locaux panaméens, c'est très compliqué quand même d'accéder à ces compétitions-là et donc de retenir tes joueurs pour qu'ils puissent briller à l'échelle continentale. Donc, c'est très, très compliqué de manière générale. Et donc, ça explique aussi pourquoi ça s'exporte très vite. Les Costaricains s'exportent un petit peu aussi. Donc, voilà. Bref, on verra bien. Vous voyez le groupe de Panama, Guadeloupe, Jamaïque, Guatemala. C'est probablement le groupe le plus relevé de cette Copa América. Je rappelle que la Guadeloupe, on va forcément tous être derrière la Guadeloupe, avait été en demi-finale en 2007. Ça va être difficile, mais bon, on se rappelle justement, il va être important ce Guadeloupe-Guatemala, et notez que c'est la dernière journée encore. Guadeloupe-Guatemala, c'était le match qui aurait dû qualifier les Guada Boys lors de la dernière Copa América pour les quarts de finale. Ils avaient mené au score 2-1, si je me rappelle bien, et ils s'étaient fait retourner en fin de match et avaient laissé filer la qualification. Voilà, à la fin d'un match voilà, ils avaient, je vais pas dire maîtrisé parce que forcément ils ont perdu, mais une grande partie du match, et la Guadeloupe avait séduit pendant cette dernière Copa Gold Cup, pardon, Copa Oro. Donc voilà, espérons pareil. Si en plus on les empêche d'aller à la Coupe du Monde des clubs, chauffer le chèque, CF Alajuelense. Le problème d'Alajuelense, c'est que tu vois, leur seul moyen d'aller à la Coupe du Monde des clubs, c'est de gagner la Conca Champions. Mais pour aller à la Conca Champions, je te raconte pas le parcours qu'il y a avant. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Blague à part, les Reggae Boys, ils ont un bon groupe. Il y a de nouveaux joueurs, mais bon, je ne sais pas ce qu'il veut faire McLaren en termes de jeu et surtout les qualifs de la Coupe du Monde. Faudra pas se foirer, il y a du potentiel. Il a, à ma grande surprise, pris pas mal de joueurs locaux. C'est peut-être un bon signe, pas mal de joueurs de JPL. Ouais, écoute, on verra bien. Déjà, on va voir ce que va faire la Jamaïque. On va voir déjà si la Jamaïque a de nouvelles intentions de jeu du côté de cette Gold Cup. Je revois régulièrement le but de Baron à la dernière Gold Cup, un régal. Il était exceptionnel. C'est vrai, oh là là, t'as raison. Je savais pas, en fait, je savais pas si je pouvais mettre des vidéos avec la CONCACAF s'il bloquait, donc j'aurais peut-être pu le faire en mettant, puisqu'elles sont sur YouTube. Bon, voilà. Rubio Rubin me hante encore. Oh là là, Rubio Rubin, incroyable. Bref, rapidement, donc, je le disais, on va surveiller forcément le Costa Rica du Piojo Herrera. Avec la possibilité qu'ils aillent jouer un quart de finale face aux États-Unis. Je rappelle que la dernière demi-finale du Costa Rica, c'est 2017. Attention quand même, parce que le Piojo Herrera, on se moque, mais bosse bien avec ce Costa Rica-là. La sélection, elle s'est faite doubler par Panama. Elle était absente des 3 dernières phases finales de la Nations League. Mais attention, on les a pas vus faire grand-chose lors de la dernière Copa América en termes de jeu. Même s'ils ont accroché le Brésil et qu'ils ont battu le Paraguay, c'était pas le même Paraguay qu'aujourd'hui. Mais bon, du côté du Costa Rica, ça sera l'occasion, je vais vous mettre l'équipe, ça sera l'occasion de retrouver Keylor Navas, forcément.
Et puis surtout, mon petit chouchou, j'espère qu'il sera. Il est incertain, hein, on va pas se mentir. Mon petit chouchou, il est au milieu, il s'appelle Brandon Aguilera, il a un pied gauche exceptionnel. On l'avait vu au Révélo. J'avais dit avant que le Costa Rica joue, attention les amis, regardez bien le petit Brandon Aguilera. Voilà. À voir, il est incertain, on verra bien. À suivre donc aussi la Jamaïque. Je peux vous montrer les groupes, les groupes de ceux qui nous intéressent. Je parlais de la Guadeloupe. Voilà la Guadeloupe, hein. Je peux vous montrer ceux qui ont été convoqués pour la Guadeloupe. Voilà, vous avez la liste. Et forcément, moi, je pense toujours à Van Den Putten, non, très costaricain. Oui, c'est vrai. La dernière Gold Cup en 2023, on a proposé du jeu, donc je comprends pas pourquoi maintenant c'est... Ah oui, Gringo est sur la Jamaïque. Bah écoute, on verra bien, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Bref, vous voyez la Guadeloupe avec Jérôme Roussillon notamment, David Rouillard, l'ancien d'un club aujourd'hui presque disparu. Voilà, bon, je vous laisse voir Johan Angloma, le fils de Jocelyn Angloma, notamment. Donc voilà, ça pour la Guadeloupe. Je peux vous montrer la liste des convoqués pour Haïti du côté des Grenadiers. Donc Johnny Placide forcément. Et puis je le disais, Danley Jean-Jacques, Fafa Pico, le magnifique Dukens Nazon. Plein de noms qu'on aime revoir à chaque Gold Cup, qu'on aime revoir ouais, systématiquement sur ces compétitions parce que c'est même la Guadeloupe, hein, Martinique et Guadeloupe sont des sélections qui font systématiquement plaisir et qui proposent aussi beaucoup de jeux. Je vous remontre les groupes. Francis Pierrot, on adore exactement. Beaucoup de joueurs qu'on aime beaucoup, hein. Martin, expérience de la SNL, c'est vrai. Donc voilà. Beaucoup d'équipes, enfin Guadeloupe et Haïti, c'est toujours des équipes qu'on aime beaucoup. Et petit souvenir, anecdote personnelle, en 2015, à l'époque de Ma Chaîne Sport, et j'en profite pour embrasser mon cher Nico, mon Nico Villas préféré, on faisait la Gold Cup, et donc on faisait les matchs au milieu de la nuit sur Ma Chaîne Sport, et à l'époque, on utilisait déjà des hashtags. L'hashtag, c'était MCS Live, Ma Chaîne Sport Live, MCS Live, et les gens pouvaient interagir avec nous sur le hashtag, et voilà, on lisait leurs messages et tout. Les matchs d'Haïti, c'était une folie, tellement il y avait du monde qui nous envoyait des messages pendant les matchs. C'était une dinguerie. Est-ce que je peux recruter Nico Villas pour Hello? Il faut inviter sur Hello mon Nico Villas. Alors bah je peux l'inviter, hein. C'est un ami Nico, donc voilà. Voilà. Mais ouais c'est déjà attendons de voir où il va aller. Je n'ai pas d'idée, hein, je ne sais pas. Voilà. Bref, je le laisse avancer. Voilà, tout ça pour dire que la Gold Cup, ça démarre donc ce week-end. C'est à la même heure que ça libre antenne. C'est vrai, exactement. Dommage, sans l'Arabie Saoudite, on aurait eu peut-être la Martinique ou le Nicaragua. Oui, mais après, c'est la règle, hein, c'est la règle. La Martinique a perdu son match de barrage, hein, concrètement. Je ne sais plus contre qui. C'est pas contre le Guatemala. C'est pas contre le Guatemala. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Salvador Honduras, souvenir des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 et les drames. Tu parles du drame de la Coupe du Monde. Suriname, merci Nacio. J'avais un doute, hein. Suriname, merci. Donc la Martinique était à rien d'y aller, hein, concrètement, hein, à cette Gold Cup. Elle s'est faite sortir par le Suriname. Salvador Honduras, je pense que tu penses aussi à 1970, au drame, la fameuse, soi-disant, le match de la guerre. La guerre des senteurs, ouais, qui n'a pas été déclenché par le match, hein, le match a servi un petit peu de catalyseur, mais c'est pas le match qui a déclenché la guerre, hein, ça a monté avant. Il y a un article sur Hello à ce sujet-là, normalement. Je peux le mettre dans la description aussi, d'ailleurs. Donc voilà pour la Gold Cup qui démarre ce week-end, qui durera jusqu'au 6 juillet, finale à Houston, me semble-t-il. Si j'ai bonne mémoire, au Energy Stadium, je crois que c'est à Houston, ce stade-là. Voilà, on va kiffer. C'est la compétition à suivre dans ce mois de juin, et pas l'autre. Voilà, on le rappelle, on le rappellera, on ne cessera de le rappeler et de le répéter. C'est la compétition qu'il va falloir suivre. J'entre pas trop dans le détail pour la suite de la compétition. Je vous dis, il y a un guide, hein, qui va arriver en fin de semaine. Il sera complet. Je présenterai chaque sélection. Je parlerai de chaque sélection.
Je vais pas vous les présenter joueur par joueur, hein, sinon vous imaginez 16 équipes, ça peut être très violent. Ça va être violent de toute façon, mais voilà, ça fera de la lecture. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit disponible vendredi pour que vous ayez le temps. Rendez-vous donc en fin de semaine pour le guide. Rendez-vous alors. Les lives, on va en faire parce qu'on va quand même se faire plaisir sur la Gold Cup. Je peux pas arriver et vous dire il faut suivre la Gold Cup et pas vous offrir des lives. On va avoir pas mal de lives en juin du coup, exactement. Je le disais, pas le match d'ouverture qui est le match du Mexique parce qu'il est à 4 heures du matin, mais dans la nuit de dimanche à lundi prochain, USA, Trinidad et Tobago, 1 heure du matin, si j'ai bonne mémoire. Ça sera notre premier live de la Gold Cup. On démarrera là-dessus sans mon Steven Saba. Ah, Gringo, il est bloqué sur Steven Saba. Voilà, on fera des lives. Je donnerai le programme détaillé. Faut que j'ai pas épluché encore toutes les rencontres avec les horaires français pour tout vous dire. De toute façon, comme d'habitude, ça sera sur le Discord, ça sera sur les réseaux sociaux, j'annoncerai tout cela. Mais très honnêtement, je crois que le USA Trinidad et Tobago est à 1 heure du matin dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, USA Trinidad et Tobago, on ira.